Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 6 décembre. La MRC Bonaventure s'engage à verser 17 524 $ pour la guignolée sur son territoire. Régent Bastien, le maire de la ville de Passepébiac, confirme que le conseil de ville de Passepébiac a lancé l'appel d'offres pour l'obtention d'un nouveau camion de pompiers et que la commande est passée. Samuel Méthode-Laflamme, le directeur général de la Maison de la culture de Grande-Rivière, nous présente la démarche visant à sauvegarder l'église de l'Absomption de Notre-Dame de Grande-Rivière en élargissant sa vocation. Conférence de presse pour la 24e édition du Téléradio-Auton de la ressource d'aide aux personnes handicapées, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Îles. Caroline Duchesne, la directrice générale du Conseil régional de l'environnement à Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous explique le mandat du CREGIM. Et l'acquisition d'un droit d'accès pour les sentiers de motoneige du Québec se fait maintenant obligatoirement en ligne. Bonne émission tout le monde. Tout d'abord, bonne nouvelle pour la guignolée dans le secteur de la MRC Bonaventure. Lors de la dernière rencontre du Conseil des maires qui a eu lieu mercredi le 2 décembre dernier par vidéoconférence, Éric Dubé, le préfet de la MRC, a passé la résolution pour une participation financière de 17 524 $ à la guignolée de cette année sur le territoire de la MRC Bonaventure, vu les circonstances exceptionnelles que l'on connaît actuellement. 4.7, résolution de participation financière de la MRC à la guignolée 2020. On sait que dans le contexte cette année de la pandémie, il va être très difficile là, pour nos organismes sur le territoire de faire de la collecte. Il n'y aura pas de collecte de porte à porte. Sur ce, la MRC de Bonaventure, on vous recommande d'adopter une résolution. La MRC de Bonaventure verserait l'équivalent d'$1 par citoyen du territoire, qui ferait que la MRC verserait un montant de 17 524 $ à nos organisations pour la guignolée 2020. Suite à ça, il y aura les municipalités ont été invitées à soit accoter les montants ou même d'en rajouter. Mais au moins, la MRC s'engage, elle, à verser 17 524 $ à la guignolée sur le territoire de la MRC de Bonaventure. Qui me ferait la proposition de verser ce montant-là? Jonathan Grenier propose. Merci, M. Grenet. Régent Bastien, le maire de la ville de Passepébiac, confirme que le conseil de ville de Passepébiac a lancé l'appel d'offres pour l'obtention d'un nouveau camion de pompiers et que la commande est passée. Le conseil de ville a lancé un appel d'offres dernièrement et justement la semaine dernière, environ une semaine et demie, on a adjugé le contrat à une compagnie pour faire la production de ce camion incendie. Ça remplace celui qui date de 1986, que les pompes ne fonctionnaient plus. Donc, on est en train de... On va avoir un nouveau camion, mais ça prend quand même environ 1 an pour la construction, la production, pour s'assurer qu'il est vraiment fait de façon adéquate et il respecte les normes. Et on a engagé un consultant, M. Alain Côté, consultant, qui, lui, va recevoir le camion des États-Unis. Ils vont vérifier que, il représente vraiment, il est certifié. Et ensuite, il va y avoir toute la construction du camion, c'est-à-dire tous les équipements qui doivent être rattachés à ce camion-là. Donc, essentiellement, au plus tard, le 30 novembre 2021, il va y avoir un nouveau camion incendie à Passepébiac. Puis ça, d'autant plus que ça fait des années, voire au minimum une décennie, si ce n'est pas 2 décennies, que le camion était quand même désuet, parce que depuis un certain temps, plusieurs années, on doit composer avec, d'avoir excusez l'expression, mais un backup, autrement dit, un élément de protection pour le camion, des fois qu'il lâcherait en chemin, par l'entremise de la municipalité de New Carlisle, qui, eux, sortent automatiquement à chaque intervention. Puis une autre bonne nouvelle, la ville de Passepébiac a reçu un assez gros montant de la part du gouvernement. Oui, absolument. On a reçu du ministère de la Culture et des Communications un montant, je dis on a reçu, mais disons qu'on a reçu la nouvelle parce que c'est pas encore déposé, mais c'est 1 225 000 $ qu'ils investissent. Ça représente 60 % du montant global qui va être investi. On parle de 2 045 000 environ, donc il y a une part de la municipalité, et ça va être sur 3 ans. Donc, pour le ministère, ça va être un montant environ 408 000 par année, x 3.
Et nous, ça va représenter un montant d'environ 270-272 000 fois 3 aussi. Et ceci, ça va être pour rénover, pour retaper, pour conserver notre patrimoine à Passepébiac, c'est-à-dire 2 bâtiments qui sont cités, soit par la Ville ou par la MRC de Bonaventure depuis plusieurs années, soit le presbytère et aussi la bibliothèque qui est l'ancienne église anglicane, la St. Peter's Church. Savez-vous déjà c'est quoi la première étape qui va aller dans ce sens-là? Bien, disons qu'on a déjà commencé à faire une première étape, c'est-à-dire qu'on a mandaté une firme qui est Éco-Bâtiment afin de vérifier qu'est-ce qui serait possible, premièrement, qu'est-ce qu'on serait capable de faire dans le presbytère et aussi de vérifier quels travaux on devrait effectuer sur l'enveloppe extérieure. Parce qu'on comprend que la subvention, c'est pour seulement et uniquement la conservation, la préservation de l'extérieur, de l'enveloppe extérieure des 2 bâtiments. Donc, Éco-Bâtiment a fait certaines vérifications, voir ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui était à faire, et ça va être déposé prochainement. Et en même temps, il s'occupe à faire un sondage auprès de la population, bon, des gens du milieu de la culture, mais aussi des simples citoyens qui ont un intérêt par rapport au patrimoine. Et donc, ils vont répondre à savoir justement quel usage que la Ville devrait en faire. Il faut quand même se rappeler qu'en 2018, je me semble que c'était le 9 juin 2018, lorsqu'on a fait la présentation du plan stratégique de développement du banc de pêche, mais on avait parlé aussi de nos différents bâtiments qu'on avait ici. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça? Les citoyens s'étaient prononcés aussi. Donc, on a quand même une base de ce que les gens aimeraient avoir au niveau du presbytère. Et au niveau de la bibliothèque municipale, bien, ça, on comprend que c'est la bibliothèque qui est là. Mais il n'est pas dit qu'un jour, on ne verra pas la bibliothèque s'installer dans un autre lieu et qu'on ferait d'autres choses avec l'Église anglicane qui, ça, c'est à voir plus tard. Ça, je ne peux pas vous le mentionner présentement parce que, premièrement, comme je l'ai mentionné tantôt dans mon préambule, c'est qu'on s'interroge qu'est-ce qu'on veut faire dedans. On a certaines idées, le conseil municipal a des idées à faire quelque chose dedans, mais on veut entendre aussi encore les citoyens. Et c'est après avoir entendu l'opinion des citoyens qu'on va décider ce qu'on fera à l'intérieur. D'accord. Ça pourrait aller jusqu'à une fonction moderne, c'est-à-dire d'aller du numérique à de l'hébergement ou en passant par un accueil touristique ou plein de choses là, qui pourraient se faire. Mais ça, c'est juste des petits éléments, mais ce que je veux dire, c'est que ça passe d'une place à une autre. C'est très, très large. L'éventail est très, très grand. En primeur, une autre petite primeur, parce que je ne l'ai pas encore annoncé nulle part, la Ville de Passepébiac, vous savez qu'on travaille sur un parc récréatif entre l'ancienne aréna et le complexe sportif. C'est pas ça la première. Mais la première, c'est que, justement, pour habituer les gens et offrir, justement, dans le cadre de la pandémie, un moyen de faire un petit peu d'exercice et, tout en respectant les mesures sanitaires, bien, cet hiver, on est en train de préparer un chemin entre ces 2 bâtiments-là qu'on va ouvrir tout l'hiver pour de la marche. Donc, les gens vont pouvoir aller dans le futur terrain là, de parc récréatif, puis déjà s'exercer à la marche. On va installer bancs, aussi probablement lumière. On est en train de vérifier comment on pourrait faire ça. Et peut-être des éléments pour essayer de réchauffer un petit peu la personne qui marche un peu puis qui fait froid, bien, on peut s'installer puis se réchauffer un peu quelque peu. Ça, c'est encore embryonnaire, mais sûr et certain, il va y avoir un chemin qui va être entretenu tout l'hiver. Les gens vont avoir du plaisir pour aller marcher de façon sécuritaire et pas de voitures alentour qui les dérangent. Une démarche visant à sauvegarder l'Église de l'Absomption de Notre-Dame de Grande-Rivière en élargissant sa vocation a vu le jour récemment. Samuel Méthode-Laflamme, le directeur général de la Maison de la Culture de Grande-Rivière, nous présente cette initiative de la Maison de la Culture de Grande-Rivière et de la Ville de Grande-Rivière. Bonjour Samuel. Bonjour. Là, vous avez fait, il y a une démarche qui a été entamée visant à sauvegarder l'Église de l'Absomption de Notre-Dame de Grande-Rivière. C'est quoi au juste cette démarche?
En fait, ça découle du colloque régional qu'il y a eu ici en 2018, le colloque sur l'avenir du patrimoine bâti religieux. La ville de Grande-Rivière était hôte du colloque et la fabrique a déjà entamé depuis ce temps-là des réflexions sur l'avenir de son église. Parce que comme vous le savez, il y a quand même, dans le contexte actuel, il y a une diminution aussi de la fréquentation. On a une population vieillissante également, donc difficile à renouveler. Donc, ils ont de plus en plus de difficultés financières, ce qui a amené qu'ils nous ont contacté la Ville et la Maison de la Culture pour voir comment on pourrait les accompagner dans ce changement-là, d'essayer de trouver des projets ou des solutions là, pour préserver l'Église. Et le gouvernement a annoncé l'année dernière, là, au courant du mois de mars, là, en pleine pandémie, là, un nouveau programme qui était qui s'appelle l'incubateur pour des projets de requalification, donc trouver des nouvelles vocations, de nouveaux usages au lieu de culte. Donc, ce nouveau programme-là du CPRQ. Et nous, on a décidé d'embarquer dans ce projet-là en se basant sur une démarche qui existe déjà au Québec. On s'est basé sur la démarche de la MRC de Bellechasse, qui implique le citoyen au cœur de la démarche. Donc, j'ai proposé cette idée-là à la Ville, on a tout de suite embarqué dans l'idée, on a déposé. Et donc, toute notre démarche repose sur le fait qu'on a un comité de pilotage formé de représentants du milieu, de partenaires financiers, avec la population. Tu sais, on a un membre citoyen sur le comité qui est Mme Maryse Mauger. Et ce comité-là sert seulement à encadrer la démarche, assurer qu'elle soit transparente puis qu'on puisse donner l'information à la population tout au long du processus. Et le cœur de la démarche, là, présentement, ça fait 3 rencontres du comité qu'on a avec notre consultante spécialisée en consultation. C'est juste d'élaborer comment on va faire nos consultations publiques. Et là, c'est la population qui va nous donner... ils vont avoir une tribune, 3-4 rencontres durant le mois de février, mois de mars, pour venir parler de leurs craintes. Mais on veut aussi qu'ils parlent de leur amour en lien avec cette Église-là, mais aussi de leurs rêves. Qu'est-ce qu'ils rêvent pour cette Église-là? Quel avenir qu'ils souhaitent? Puis qui rêvent avec nous pour nous donner du jus pour qu'on puisse créer un projet. Et on va leur présenter ce projet-là par la suite encore à la population. Et si la population nous dit « allez-y », on va aller en étude de faisabilité architecturale, qui fait partie de la démarche, pour nous assurer que le projet puisse être fait dans cette grande église. Et par la suite, cette étude de faisabilité architecturale-là va nous donner le budget qui va avec le projet. Et là, on va retourner à la population encore une fois pour leur montrer qu'est-ce que l'Église pourrait avoir l'air dans les prochaines années via ce projet-là et qu'est-ce que ça implique en termes de coûts. Quand on ne se cachera pas, ça va être des coûts quand même assez importants là, pour une transformation de l'Église. C'est assez élevé. Donc, on a besoin de l'acceptabilité sociale des gens pour nous donner le go, allez-y. Et si on l'a, on va aller en plan d'affaires pour aller voir quelle source de financement on peut aller chercher pour financer le projet et s'il est viable économiquement. Si oui, on tombe dans la phase 2 du programme, qui est la transformation de l'Église. Là, ça serait vraiment le summum du summum. Là, ça veut dire qu'on aurait vraiment tout coché nos cases et que l'Église de l'Assomption de Notre-Dame va avoir un avenir assuré. Là. Ça, c'est clair. Fait que c'est ça la démarche. Là, c'est une église elle est vraiment superbe, mais c'est quand même assez ancien comme immeuble. Oui, bien, c'est ça. L'église actuelle a eu quand même pas mal de modifications. Il y a eu 3 phases dans sa vie, là, si on peut l'appeler comme ça. Il y a eu la construction en 1894-1893. Par la suite, il y a eu une modification en 1915, si je ne me trompe pas, un agrandissement, parce qu'à l'époque, il y avait la possibilité d'avoir le diocèse ici. Et à Gaspé, donc on était je dirais pas en compétition, mais en tout cas, il y avait 2 villes potentielles et la communauté ici voulait l'avoir, donc était très fière de l'avoir. Ils ont fait ce monument impressionnant qui est l'église Assomption de Notre-Dame, comme qu'on le voit aujourd'hui. Et je pense dans les années 50 ou les années fin 50, début 60, le nouveau curé avait décidé de rajeunir l'église, donc d'y donner de nouveaux atouts, dont l'hôtel qu'on voit ici, là, qui a été refait dans les années 60. Puis il y a eu l'acquisition de l'orgue Casavant également dans la même époque pour fêter l'anniversaire de la paroisse. Je pense que c'était 150e, si je ne me trompe pas. Donc, il y a eu l'acquisition de l'orgue et ce travaux-là. Donc, c'est un hôtel importé d'Italie. C'est une compagnie italienne qui sont venus faire l'installation et les travaux au niveau de la mosaïque et de la sculpture. Donc, voilà. Puis là, aujourd'hui, ben voilà, c'est l'église qu'on a aujourd'hui.
Puis la prochaine étape là, qui est à surveiller, ce sera quoi? Je vous dirais, c'est les consultations citoyennes. On s'approche tranquillement là, on vise le février pour des consultations citoyennes en présentiel, donc qui se feraient ici dans l'Église, et des consultations citoyennes virtuelles sous forme de petits salons. Donc, ça pourrait être en groupe de 40-50 personnes. Et ça serait disponible, en tout cas, toute l'information va être disponible sur la page de la municipalité, le site web de la municipalité de Grande-Rivière. Même chose pour la Maison en culture. Et la Fabrique ici va diffuser à chaque dimanche les informations de l'avancée du comité de pilote. OK. Ouais. Mais les messes vont continuer à avoir Oui. Toujours. La Fabrique continue son fonctionnement comme si de rien n'était, malgré toute la démarche. En fait, la Fabrique est un partenaire important là, dans la démarche et on tient à ce que dans le projet, la pratique du culte soit toujours maintenue dans le cœur du projet. D'accord. Bonjour Raymond. Bonjour, ça fait plaisir de vous rencontrer ce matin. Oui, bien, nous de même. Vous êtes le président de l'Assemblée de la Fabrique. Oui, depuis janvier 2020. C'est ma première année d'un mandat de 3 ans. Et puis, la première année achève dans quelques jours, si on regarde à la date qu'on est présentement. Puis aujourd'hui, vous avez un message important à dire aux citoyens. Oui, maintenant, là, on est en transition pour trouver moyen de rendre l'Église plus fonctionnelle, attirer d'autres personnes, d'autres gens, puis la garder vivante, puis avoir une relève. Fait que ce serait important que la population oui, il faut absolument que la population tienne compte de leurs revendications. Nous aussi, on tient compte de leurs revendications, mais ils doivent participer pour nous soutenir aussi. Au travail, c'est pour eux. On a besoin de leur soutien, puis après, c'est d'eux autres de montrer qu'ils vont s'attacher à l'Église, qu'ils vont participer, puis là, bien, ça va faire pas de neige, ça va croître avec le temps, puis les gens vont venir et revenir plusieurs fois, puis tout le monde va être heureux, puis tout le monde va pouvoir prier le Seigneur, puis être bien. Comme à chaque année, la ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Îles organise son Téléradioton. Cette année, c'est la 24e édition. Voici un extrait de la conférence de presse par Zoom organisée pour l'occasion. Cette année, c'est sûr que c'est en formule, ça va être très différent. On est habitué depuis quelques années déjà d'avoir un spectacle à la salle des Jardins TELUS le samedi, précédant le Téléradioton qui aura lieu le 17 janvier, il faut le dire. Cette année, bien, c'est bien certain qu'étant donné le contexte, on ne pouvait tenir le Téléradioton là, de cette façon-là, de se dire que le samedi soir, c'était l'enregistrement du spectacle qui, le lendemain, était rediffusé là, sur les ondes de toutes les télés communautaires de la région. On sait que la captation se fait par nos TV depuis les tout débuts, depuis 24 ans. On en est à notre 24e cette année. Méga-scène qui est là aussi pour la sono, l'éclairage et tout ça. Fait que il a fallu réinventer tout ça cette année, là, bien certain. Et c'était très insécurisant parce que, je le répète, depuis 24 ans, j'ai l'impression que des fois, je suis dans le désert en train de prêcher, là, mais c'est ce qui fait que la ressource est encore là. Après toutes ces années, c'est notre moyen principal de financement. Là, puis il faut le poursuivre, faut continuer de le faire, là, bien certainement. C'est une année évidemment particulière depuis 24 ans avec Cogeco. On en a connu quand même quelques-unes particulières avec la ressource. Mais là, on essaie il y avait quand même une idée depuis l'année passée de faire un spécial country avec Nelson Mainville et ses amis. Ils nous ont concocté ça. Ça nous a donc fait plaisir de revirer ça positif et de tourner à Montréal fin septembre. Là, on était vraiment chanceux juste avant que tout tombe en rouge là-bas. On a pu capter des beaux moments de plaisir quand même d'une gang d'artistes qui se sont retrouvés. Et là, on a monté 7 caméras, on a monté 3 techniciens avec une belle gang aussi de techniciens là-bas qui nous ont aidés, la gang de Mégason qui était avec nous pour vraiment, dans une salle exceptionnelle qui est Lion d'Or, vous partager, peaufiner une belle journée, une belle rencontre positive qui va avoir quand même, mais ça sera pas sur Zoom, là, on va avoir vraiment
un bel événement à vous proposer qu'on va tourner pour la première fois vraiment d'avance. Donc, on peut vraiment peaufiner un montage et vous préparer des belles surprises le 17 janvier, en espérant bien sûr récolter autant de dons, sinon plus que d'habitude, parce que on le sait que les personnes handicapées de notre région en ont vraiment besoin. Alors, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu avoir la chance de faire cet événement-là, qui est toujours un privilège pour nous. C'est notre plus grande captation de l'année. Et là, on vous le présente d'une autre façon, mais avec tout notre cœur. Salut tout le monde, ici Patrick Normand. Je vous donne rendez-vous le 17 janvier prochain au Radio Télédon. Rajouter un son, je perds tout ce que j'aime et même le nom. Hey, on a volé mon contrôle. Y'a mon âme et y'a ma tête qui oh oh. Si on y allait du côté où tout est prêt pour voir le temps de se vivre qu'au présent. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. And I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Nous vous avons présenté quelques projets du CREGIM lors de nos émissions précédentes. Pour ceux qui se demandent quel est le mandat du Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au JUS, voici les informations de Caroline Duchesne, la directrice générale, à ce sujet. Bien, bonjour Caroline. Allô? Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi au juste le CREGIM? Le CREGIM, c'est l'acronyme de Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. On est un organisme à but non lucratif. On a un financement statutaire qui nous vient du ministère de l'Environnement, puis on a une mission, en fait, la base première, c'est la protection de l'environnement. Mais tu sais qu'il y a des CRE, les conseils régionaux de l'environnement, il y en a dans toutes les régions du Québec. Ici, pour le territoire Gaspésie-les-Îles, nos bureaux sont à Bonaventure. OK. Le Conseil régional de l'environnement, ça existe depuis un bon bout, mais ça doit avoir pas mal évolué depuis le début, là. Oui, bien, la première charte est venue en 1977, puis constituait tout l'ensemble de l'Est du Québec. C'était le Conseil régional de l'environnement de l'Est du Québec. En 1995, le nom a changé pour Conseil régional de l'environnement Gaspésie-les-Îles, puis il y a un autre Conseil régional de l'environnement qui s'est créé dans le Bas-Saint-Laurent, qui existe maintenant depuis 1995. Fait que ici, on a la charte de 1977. Fait que c'est pas d'hier là qu'on existe là. En fait, on est là, on est ici depuis 1995. Nos bureaux sont à Bonaventure. Notre mission, c'est vraiment la protection de l'environnement. Donc, pour y arriver, on utilise beaucoup la concertation pour influencer un peu ce qui se passe en région. Puis, dans notre mandat, en fait, on va monter des projets, réaliser ces projets-là, puis actuellement, on en a plusieurs en cours. Je pourrais te parler de la géoroute. La géoroute Gaspésie est actuellement en cours. On a un chargé de projet qui se promène sur l'ensemble du territoire, qui rassemble toutes les données, les données qui ont été prises et les notes qui ont été prises dans les dernières années, puis on remonte jusqu'à 30 ans, là. Puis ces données-là seront géoréférencées, puis avec, comment je dirais ça, dans le fond, l'idée ultime, c'est de produire un circuit touristique en géologie, là. Ça fait que c'est quelque chose de très intéressant, mais là, on est quand même à la base première, là, on est dans la première année, là, donc là, on est à établir et recenser les sites, les documenter, puis voir lesquels sont plus pertinents que d'autres pour en faire un circuit touristique, là. OK. Ensuite de ça, en 2018, on a eu
une proposition du gouvernement qui faisait appel à plusieurs organismes pour loger dans chacune des régions du Québec des agents éco-leaders. Ces agents-là ont pour le mandat de se promener chacun sur leur territoire, de rencontrer les entreprises, de faire... de mettre en valeur celles qui ont des gestes éco-responsables ou l'éco-responsabilité est déjà au sein de leur entreprise, ainsi qu'accompagner ceux ou celles qui voudraient adopter des comportements éco-responsables. Il y a du financement de rattacher à ça. Le ministère a mis des enveloppes pour chacune des régions, pour l'ensemble du Québec. Puis notre agent peut accompagner gratuitement toute entreprise qui voudrait inclure des gestes éco-responsables dans son entreprise ou faire un portrait de développement durable, faire un diagnostic. Il y a plein de choses. Puis il y a différents volets pour le financement. Puis notre agent éco-leader est ici et en mesure d'accompagner ces entreprises-là. OK. Puis en plus, il y a comme une partie membre. Les personnes peuvent devenir membres. Oui, le CREGIM est un organisme à but non lucratif, donc peut avoir des membres. Ce qu'on appelle le membership. Le membership constitue un fonds régional en environnement. C'est une décision qui a été prise par le conseil d'administration il y a quand même plusieurs années, une vingtaine d'années, je dirais. Puis, tous les montants de membership sont déposés dans un compte distinct qui, lui, est redistribué à 100% dans notre région. Pour faire une demande au Fonds régional en environnement, faut juste être membre. Il faut avoir une identité légale. Un individu ne peut pas demander de l'argent, mais que ce soit un organisme, une entreprise, une municipalité, tous ceux qui ont un projet à caractère environnemental peuvent venir chercher des fonds dans ce fonds-là. Ce qui est intéressant dans le Fonds régional en environnement, c'est que ce n'est pas des gros montants, c'est quand même le maximum de 2 000, mais ça constitue l'apport du milieu que l'organisme doit mettre dans son projet pour aller chercher des montants plus substantiels. C'est là où ça devient intéressant, parce qu'un organisme qui n'a pas d'argent à investir dans un projet, c'est difficile d'aller chercher des subventions. C'est souvent le levier qui va faire lever d'autres programmes de financement. Là. Le membership, c'est annuel, puis c'est pas quelque chose de dispendieux. Tous ceux qui ont la protection de l'environnement à cœur peuvent devenir membres du CRE. Puis l'argent est 100% réinvesti dans notre communauté, en région. L'acquisition d'un droit d'accès pour les 33 000 km de sentiers de motoneige du Québec se fait maintenant obligatoirement en ligne. Pour ceux qui se demandent comment en faire l'achat, voici une petite vidéo explicative de la part de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Saviez-vous que pour circuler sur les sentiers FCMQ, l'achat d'un droit d'accès est obligatoire? Sachez que vous devez maintenant l'acheter en ligne. Après avoir lu et compris les informations, cliquez sur le bouton menant au site d'achat. Créez ou mettez à jour votre profil en suivant les étapes indiquées. Saisissez les informations de votre motoneige, sélectionnez votre club de motoneigistes, choisissez votre type de droit d'accès, annuel ou journalier, et suivez les étapes jusqu'au mode de paiement. Vous avez acheté un droit d'accès annuel avec assurance responsabilité civile? Vous recevrez par courrier électronique votre confirmation d'achat, un droit d'accès temporaire valide 21 jours, ainsi que l'attestation d'assurance responsabilité civile. Vous devez imprimer les documents et fixer une copie du droit d'accès temporaire à votre motoneige. Conservez également une copie sur vous jusqu'à ce que vous receviez votre vignette officielle par la poste. Vous avez acheté un droit d'accès journalier? Vous recevrez par courrier électronique votre confirmation d'achat. Une copie électronique officielle de votre droit d'accès journalier et votre attestation d'assurance responsabilité civile seront alors émises. Aucune vignette ne vous sera acheminée par la poste. Vous devez donc imprimer les documents et fixer la copie du droit d'accès journalier à votre motoneige. Conservez également une copie de votre attestation d'assurance responsabilité sur vous. L'assurance responsabilité civile de 1 million de dollars est incluse avec l'achat du droit d'accès avec assurance. Une tranquillité d'esprit lors de vos randonnées. Acheter votre droit d'accès est désormais plus simple et permet aux 4 500 bénévoles de club d'entretenir les 33 000 km de sentiers du réseau. Une présentation de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ.
Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 6 décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.